Que se passe-t-il lorsque tu atteins le corps parfait, mais que le prix à payer est ton âme? Nasser. El-Sonbati n'était pas seulement un culturiste, c'était une force imparable. Aimé par des milliers, trahi par l'industrie qu'il avait porté au sommet, il avait tout, la taille, la symétrie, la prestance. Et pourtant, ils l'ont détruit. Aujourd'hui, tu découvriras comment la quête de la perfection l'a mené au sommet, puis directement à la tombe. Nasser El-Sonbati n'était pas simplement un homme, c'était une présence imposante, un géant semblant avoir été sculpté par les dieux du fer. Un physique si parfait qu'il défiait toute logique. C'était le genre d'homme qui, lorsqu'il montait sur scène, arrêtait le monde. Le public l'acclamait, les juges le respectaient, les autres compétiteurs le craignaient. Mais derrière cette image de force absolue se cachait une histoire que peu connaissaient. Une histoire marquée par l'ambition, la trahison et un silence assourdissant. Car Nasser n'était pas seulement une victime du système, il en était aussi un témoin. Et quand il a décidé de parler, les masques sont tombés. Nasser El-Sonbati n'est pas né dans une Mecque du culturisme. Il n'a pas grandi dans des gymnases dorés ni été élevé par des champions. Il est né le 15 octobre 1965 à Stuttgart en Allemagne, dans une famille multiculturelle. Père égyptien, mère serbe. Une combinaison aussi exotique que son physique. Enfant, il ne se distinguait pas par sa force, mais il avait quelque chose. Un regard différent, une détermination silencieuse. C'est à l'adolescence qu'il découvre la salle de sport. Là, il trouve son refuge. Alors que d'autres rêvaient de devenir footballeur ou ingénieur, Nasser rêvait de se transformer. Il ne voulait pas seulement paraître fort, il voulait être une œuvre d'art vivante, une sculpture humaine capable de laisser sans voix quiconque le verrait. Il passe des années à s'entraîner en silence, sculptant son corps avec une précision chirurgicale. Tandis que d'autres faisaient la fête, lui comptaient les calories, ajustaient ses macros et brisaient du fer dans la solitude de l'entraînement. Et puis vient le moment. En 1990, il fait ses débuts professionnels. Ce qui s'ensuit semble presque surnaturel. Nasser monte sur scène et la domine. Plus de 130 kilos pour 1,80 m. Sa présence éclipsait tout le monde. C'était comme voir un demi-dieu. Des muscles parfaitement sculptés, une symétrie impeccable, une peau fine comme du papier, une vascularisation brutale. Un mélange de science, de génétique et de discipline obsessionnelle. En peu de temps, il cesse d'être la nouvelle promesse pour devenir l'un des favoris du public et une menace directe pour les légendes du moment. Son surnom disait tout, le professeur du culturisme. Car il n'était pas seulement du muscle, il était intelligent, calculateur, méthodique. Et cela le rendait encore plus dangereux. Les juges commencèrent à le remarquer, les sponsors s'approchaient, les fans l'idolâtraient, les rivaux l'étudiaient avec crainte. La table était mise, l'ascension de Nasser El-Sonbati avait commencé, et le monde du culturisme n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. L'année qui changea tout. Le monde du culturisme avait les yeux rivés sur l'événement le plus important de la planète, Mister Olympia. Sur scène, le champion en titre était Dorian Yates, un monstre anglais avec 6 titres consécutifs et une aura d'invincibilité. Son dos était légendaire, sa présence intimidante. Mais il y avait quelque chose que peu savaient. Yates était blessé. Quelques semaines avant le show, il avait subi une grave blessure au triceps. Et même s'il essayait de la cacher, son physique n'était plus le même. Asymétrie, perte de définition, déséquilibre musculaire. Face à lui, Nasser El-Sonbati, imposant, symétrique, tranchant comme une lame. Son physique était simplement spectaculaire. Et ce n'étaient pas seulement les fans qui le disaient, mais aussi les experts, les médias et même ses rivaux. La bataille était engagée. Beaucoup pensaient que le moment était venu pour que la couronne change de tête. Pendant les comparatifs, Nasser brillait. Chaque fibre, chaque détail de son corps ressortait. Les rounds de pause penchaient en sa faveur. Le public rugissait. Tout indiquait qu'un nouveau champion allait être couronné. Silence. Puis huée. Incrédulité totale. Le public n'en revenait pas. Ni les fans, ni les athlètes, ni même Nasser. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? La réponse n'était pas sur scène, mais en coulisses. Des rumeurs commencèrent à circuler. La IFBB, l'organisation derrière l'Olympia, voulait que Yates parte invaincu, que son image se vende mieux. Il y avait des intérêts commerciaux plus grands que la justice sportive. Et Nasser ne se tut pas.
Ils ont donné la victoire à un homme avec le ventre d'une femme enceinte de 6 mois, déclara-t-il publiquement. Avec ces mots, il mit le feu au monde du culturisme. Il pointa du doigt les irrégularités, dénonça le favoritisme et ouvrit un débat encore vivant aujourd'hui. Était-ce un vol? Était-ce politique? Était-ce la peur de changer le cours de l'histoire? Même des légendes comme Ronnie Coleman et Jay Cutler admettront plus tard que Nasser aurait pu remporter ce titre. Et le plus ironique, c'est que Dorian Yates lui-même le reconnut. Nasser est celui qui est passé le plus près de me prendre le titre. Même s'il ajouta, Nasser était hypocrite. Sa confession valida ce que des milliers pensaient. Ce Mister Olympia n'avait pas été juste. Ce fut le climax de la carrière de Nasser, la nuit où il aurait dû devenir une légende. Et au lieu de cela, ce fut le début de sa chute. Après l'Olympia 97, quelque chose changea en Nasser. Ce n'était pas seulement sa place dans les classements. Ce jour-là, devant des milliers de personnes, il ne perdit pas seulement un titre, il perdit la foi. L'industrie qui l'avait poussé vers le sommet commença à le pousser vers le bas. Compétition après compétition, son classement baissait. 3e, 4e, 6e. Même si son physique restait impressionnant, la reconnaissance n'était plus là. Le pire n'était pas le résultat, c'était la sensation que tout était truqué, que peu importe ce qu'il ferait, la décision serait déjà prise. Dans des interviews ultérieures, Nasser fut clair. Je n'ai pas seulement perdu contre Dorian. Depuis ce jour, j'ai commencé à perdre contre le système. Le culturisme entrait dans une nouvelle ère. Une ère dominée par des mutants génétiques, Ronnie Coleman avec une masse musculaire inhumaine, Flex Wheeler avec une esthétique d'un autre monde. La science du dopage avait atteint des niveaux inimaginables. Pendant ce temps, Nasser continuait à s'entraîner comme une bête, à surveiller chaque détail, à maintenir sa discipline et son éthique. Mais son regard n'était plus le même. Il était devenu plus critique, plus direct. Il ne voulait plus seulement gagner, il voulait exposer la vérité. Le professeur du culturisme avait cessé de croire en ses propres leçons. Et à chaque compétition, à chaque injustice perçue, sa frustration grandissait. Son héritage commençait à se fissurer. Ce n'était plus seulement la chute d'un athlète, c'était la lente chute d'un homme qui comprenait que le jeu n'avait jamais été en sa faveur. Avec les années, Nasser cessa de concourir, mais il ne cessa pas de parler. Et ce qu'il dit ébranla les fondations du culturisme professionnel. Il n'était plus seulement l'athlète frustré, il était devenu un dénonciateur, un ancien compétiteur qui avait tout vu, qui avait tout vécu, et qui décida de tout révéler. Dans des interviews, des déclarations, des forums, Nasser commença à révéler ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser dire à haute voix. Dans ce sport, 99% des culturistes utilisent quelque chose. Et la plupart ne vivent pas de ce sport, ils survivent. Ils vendent des drogues, travaillent comme agents de sécurité ou disparaissent tout simplement. Ces mots étaient des poignards. Il ne parlait pas seulement de stéroïdes, il parlait d'un système qui exigeait la perfection, même si cela signifiait mettre en péril la vie des athlètes. Il nous poussait à la limite, il voulait des corps impossibles. Il nous disait plus gros, plus sec, plus défini. Même si cela signifiait mourir de l'intérieur. Il parle du synthol, des diurétiques extrêmes, des cycles d'insuline et d'hormones de croissance, des préparations qui faisaient battre le cœur à 2 doigts de l'effondrement. Tout cela pour atteindre cet instant parfait sur scène. 10 minutes de gloire contre des années d'usure physique et mentale. Nasser a même détaillé son propre protocole, les doses, les protocoles, les effets secondaires. Il ne le disait pas pour se vanter, il le disait pour avertir. Mais ce n'était pas le plus choquant. Le plus choquant, c'était ce qu'il insinuait, que les organisations savaient tout cela. Et non seulement elles le savaient, mais elles l'encourageaient. Tant qu'un athlète vendait des billets, faisait la une des magazines ou écoulait des compléments alimentaires, sa santé était sans importance. Ces révélations provoquèrent un véritable séisme. Certains le traitèrent d'exagérateur, d'autres de traître. Mais beaucoup commencèrent à ouvrir les yeux. Car Nasser ne parlait pas par ressentiment, il parlait par désillusion, par expérience, depuis le côté obscur d'un sport qui, malgré ses lumières, dévorait ses propres héros. Le 20 mars 2013, le monde du culturisme se réveilla avec une nouvelle que personne ne voulait lire. Nasser El Sonbati était mort. Il avait à peine 47 ans. Il s'est éteint en Égypte, chez lui, loin des projecteurs, loin des scènes, loin de tout. La cause officielle, des complications dues à une insuffisance rénale et des problèmes cardiaques. Mais en réalité,
la vraie cause avait commencé bien avant. Des années d'abus de substances chimiques, stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, diurétiques, médicaments pour supporter la douleur, pour dormir, pour continuer à s'entraîner comme si son corps ne se brisait pas de l'intérieur. Car même si Nasser avait arrêté la compétition, il n'avait jamais arrêté de consommer. Il avait conservé son physique imposant jusqu'à la fin, non pas pour impressionner, mais parce qu'il ne savait plus vivre autrement. C'était son identité, son bouclier, sa malédiction. Durant ces dernières années, sa santé se dégrada en silence. Peu de gens le savaient, mais il souffrait d'une insuffisance rénale chronique. Il avait besoin de traitements constants, de changements alimentaires, de repos. Mais au lieu de cela, il continuait à s'injecter, à s'entraîner, à forcer, car le culturisme ne change pas seulement ton corps, il reprogramme aussi ton esprit, et pour beaucoup d'athlètes comme Nasser, s'arrêter, c'est mourir vivant. Sa mort bouleversa la communauté. Ce n'était pas seulement la perte d'une légende, c'était le reflet d'un problème que personne ne voulait affronter. Combien de culturistes de plus devraient mourir avant que le monde du fitness accepte sa réalité ? Sa mort fut l'acte final d'une tragédie annoncée. Un homme qui avait tout donné pour un rêve et qui en paya le prix ultime, le prix de la perfection physique poursuivie à tout prix. L'histoire de Nasser El Sonbati ne s'acheva pas avec un trophée entre les mains, elle s'acheva avec un corps brisé et une vérité dérangeante. Il fut une icône, oui, mais il fut aussi un avertissement. Car dans le monde du culturisme, la grandeur coûte souvent la vie, et le silence pèse parfois plus lourd que la gloire. Nasser parla, dénonça, paya le prix, et même s'il ne gagna jamais l'Olympia, il gagna quelque chose de bien plus rare dans ce sport, l'intégrité.